Bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour. Et bienvenue dans Le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Vous ne le savez pas, mais dire le bonjour tous ensemble, C'est compliqué. putain de challenge dans cet épisode. Voilà, un peu de coulisses. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast et accompagnée comme toujours de mon équipe de choc, Lovla, Xan et Aurore. Et en ce 11e épisode, on ne change pas les bonnes habitudes. Donc, je vous propose qu'on se présente chacun par une petite anecdote sur nous. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Je peux commencer si vous voulez. Je ne sais pas si je vais mettre l'ambiance avec mon anecdote très corpo. Ce matin, j'ai fait à mon travail un atelier d'autopalpation des seins. Et vraiment... Wow. Oui, non, mais vraiment, voilà, Octobre Rose sera fini quand vous écouterez cet épisode. Mais moi, je sais pas, Octobre Rose, j'ai toujours vu ça un peu de loin, mais en fait, j'ai jamais vraiment fait, à part voir peut-être 2 visuels sur Insta, une petite vidéo pas très complète sur comment se palper les seins, pourquoi, où et tout. Bref, et là, j'ai fait un atelier et franchement, je vous conseille de ouf de faire un atelier parce que tout ce que je croyais savoir sur l'autopalpation, vraiment, j'en savais pas grand-chose. C'est vraiment important. Qu'il faut le faire aussi quand on est un mec parce que, le savez-vous, Oui, il peut aussi y avoir des cancers du sein. 1% des cancers des seins sont des cancers des testoros. Des quoi ? Des testostérone. de la testostérone, des testicules, on sait Mais des c'est- pectoraux en Non, même mais temps. testicules, parce que les hommes pensent plus souvent au cancer prostate-testicules, mais il y a 1% des cancers du sein qui, en fait, sont des cancers masculins. Donc voilà, l'autopalpation, c'est pour tout le monde. Et franchement, je vous conseille de faire des ateliers parce que ça n'a rien à voir avec regarder une vidéo et tout. Enfin, vraiment, j'ai appris plein de choses, comme le fait qu'il faudrait s'autopalper les seins tous les mois. 3 jours après la fin de ses règles quand on est Tous les réglé, mois. et sinon un jour fixe quand on n'est pas ou plus ou quoi réglé. Parce qu'il y a un truc de vraiment genre apprendre à connaître son sein. corps, parce que tous les seins sont Son différents sein. et du coup on peut avoir un truc dur, un truc machin et tout, mais s'il est toujours là, c'est pas un problème quoi, mais c'est le changement qui montre un problème. Bref, mais aussi même la manière de le faire. Est-ce que vous saviez que il y a des ganglions? Oui, il faut faire les aisselles. Il y a les aisselles, mais il y a même au-dessus des clavicules et en dessous des clavicules, il y a des ganglions qui sont déjà des ganglions du sein. Enfin, Oui, vraiment, c'est hyper vaste Moi, comme je zone. connais rien à tout ça et vraiment, je suis super mauvaise élève parce que j'ai même pas fait mon frottis, donc vraiment, c'est Oh la là là, catastrophe. le frottis des Non, mais 25 moi, je ans, pense- là, où normalement, Ouais. ils font aussi Ouais, une petite... j'aurais ils touchent aussi une Bah, palpation des seins, quoi. Si tu vas Yes, chez le et en fait, du gynécologue, coup, j'aurais normalement, dû- il te fait tout le temps une... J'aurais dû le faire il y a 3 ans, du coup, et en fait, je sais pas. Cette partie-là, j'ai pas l'impression que je suis angoissée à propos des cancers en général liés au sein ou à l'utérus ou quoi, mais juste j'ai la flemme de faire les démarches, quoi. Et à chaque fois, ma médecin elle est en mode, mais si vous voulez, si vous avez peur, on peut le faire en plusieurs fois. Je suis là en mode, j'ai pas peur, j'ai juste la flemme. C'est Mais j'ai vraiment la l'impression que cata. des fois, la flemme et la peur, ça va un Oui. peu ensemble. Genre, ce matin aussi, je vous raconte toute ma vie, j'ai fait un test IST. Franchement, vraiment une matinée du fun, de la santé sexuelle et de la femme. Enfin, vraiment, là, j'ai tout fait. Et franchement, ça fait 3 mois que je repousse ce test en me disant « Oh, j'ai la flemme, faut être à jeun. » En même temps, c'est même pas vrai, en fait, qu'il faut être à jeun, mais il faut aller au laboratoire, faire ci, faire ça et tout. Mais en fait, je crois que c'est de la peur déguisée en flemme. En tout cas, pour moi. Le Voilà. petit spéculoos de faim, ça te donne pas... ça te J'ai motive même pas eu de T'as même spéculoos, pas eu de moi. spéculoos Non. Et voilà, donc... Ah ouais, il y a un franchement, spéculoos quand tu fais un test sur les UST. Non, mais quand tu vas dans les labos, comme souvent ils font beaucoup de prises de sang, t'as toujours des gâteaux, des... Franchement, la dernière fois que j'ai Ah fait ouais. une prise de sang, je l'avais dans mon sac, le spéculoos, hein, parce que j'étais pas en grande forme après. Hein, ils me l'ont pas donné. Hein. Bref. Et une prise de sang, c'est genre rien en termes de sang. T'as pas besoin Bah, de. ça dépend, hein. Non, mais t'as des gens qui Et tu peux qui être aiment stressé. pas ça, tu peux Ouais. être stressé. Ah oui, Et puis faut si être t'es à à jeun, jeun, surtout, t'es à faut être jeun, à ouais. jeun. Si t'es à jeun Ah. depuis un peu longtemps, que t'y vas, que t'es un peu stressé à la vue du sang, que c'est quand même pas très agréable, même si t'es pas stressé et tout, ça fait quand même plein de trucs Ah ensemble. oui, oui. On avait Oui, une oui, autre bien sûr, anecdote. bien sûr, bien sûr. Quoi ? On avait une autre anecdote avec ça, que à ton examen
où je t'ai accompagnée, Ah c'est oui. moi qui suis tombée dans les pommes. Oui, on a fait, Oh franchement, non. on est en Ah, train ça pourrait être vraiment mon anecdote. de raconter une. C'est mon anecdote. C'est Ah oui, l'anecdote. vas-y, ton raconte cette anecdote. Ok. Donc, j'ai accompagné Lélina pour la soutenir. Je peux dire ce que c'était? Ouais. Tu faisais une ponction de la thyroïde. Ouais, d'un nodule thyroïdien. Un nodule C'est très précis. thyroïdien. C'est vraiment premier, après, on parle plus parle de santé. Là. de santé, quoi. C'est le thème C'est du pas jour. du tout un podcast sur le thème de la santé, mais manifestement. Non, mais alors, c'est- la palpation et tout, il y avait plein de choses en lien. D'ailleurs, je vous donnerai des ressources sur tous ces sujets de palpation parce qu'en vrai, c'est vraiment important. Bref, je te laisse à ton anecdote. Et donc, je t'ai accompagnée parce que c'était une zone qui t'angoissait beaucoup. moi, le coup, j'ai un enjeu avec le coup. J'en Donc, j'ai parlerai proposé de peut-être t'accompagner, par ailleurs. voilà, pour te soutenir. Et dans la salle d'attente, déjà, j'avais faim en fait. Et puis en plus, il y avait c'est chez des endocrinos, donc il y avait des trucs sur le diabète, des recettes pour les diabétiques. Donc j'étais là, j'ai faim en plus. Bon, bref, on va faire ton examen. Et donc la médecin demande si ça va. Elle me dit ah oui, il y a vraiment une fille qui avait accompagné sa mère qui était complètement tombée dans les pommes et je sens que j'ai chaud. Quand elle dit ça, la prophétie autoréalisatrice. Ah, bah, du coup, alors, je me sens pas très- alors que moi, je vivais ma meilleure vie. En fait, franchement, en plus, ça, faites-moi c'est des vrai. ponctions toutes les 2 semaines. Finalement, c'était pas du tout si horrible et que ça. désagréable que ça. Mais alors j'espère pas qu'il faille qu'on me fasse des ponctions toutes les 2 semaines, mais franchement, une procédure pas désagréable finalement, enfin pas horrible du tout. Ouais, mais donc moi j'ai eu chaud et donc la médecin continue à parler de cette fille qui était tombée dans les pommes et moi je suis là, c'est fou. Alors que j'ai envie vraiment je me sens pas bien. Je me dis mais je vais tomber dans les pommes en fait. Et donc je me suis retrouvée par terre, les Pied en jambes tête en relevées, l'air, pieds pied en l'air. pieds en l'air, sans trop savoir pourquoi. Et franchement, je me cette suis pas sentie endocrinologue, ça se voyait qu'elle était habituée. Hein. Franchement, elle était là. Je pense qu'elle avait même vu venir. Elle était là, oui, votre ami peut venir. Et qu'elle était là, oh là, le bourbier. C'est comme ça qu'ils finissent. Après, il faut leur donner des sucres. Moi, je suis pas formée pour ça. Laissez-moi faire J'ai mes pas le produits pour tout de suite. budget. Mais bref, tout ça pour dire, franchement, c'est un message. Prenez soin de votre santé. Allez consulter et je vous donne des ressources sur l'autopalpation. Aux autres, vos anecdotes. Alors moi, rien à voir avec la santé. Du coup, moi, c'est juste que pendant que j'attendais tout le monde, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu de ménage. Et je me suis mis en mode karaoké et je me suis mis à chanter à tue-tête pendant facile une demi-heure. Et du coup, il y a Love là qui arrivait. J'étais encore en train de chanter. Les autres n'ont pas eu le temps de m'entendre, mais ma douce voix d'ange sur du vieux rock'n'roll, c'était présent aujourd'hui. Zut, j'ai raté ça. Il chantait Hotel California. Ah, trop bien. Ah. Un classique. Chanson Est-ce que que j'ai tu appris faisais par cœur, en aussi tu faisais aussi la guitare? Non, j'étais en train, pendant que je chantais, j'étais en train de pendre du linge et faire de la vaisselle. Donc, ça aurait été compliqué de faire de la guitare avec les mains. Ah, mais tu veux dire chanter les Oui, morceaux chanter la le moment de partie guitare. guitare, oui, Ah, c'est oui, ça. Parce que, ouais. évidemment, enfin, tout le monde Ah le oui. connaît par cœur. Ah bah oui. Tout le monde. Et moi, du coup, c'est que vu qu'on va parler des préjugés aujourd'hui, il faut que je vous dise que ça fait quelques semaines que je lis Orgueil et préjugés, que je n'avais jamais lu de toute ma vie. Et je me suis rendu compte dans ce bouquin qu'il y a 2 préjugés que je trouve assez... qui m'ont parlé. Il y a le personnage masculin qui pense que parce que lui, il aime une femme, il désire une femme, eh bien, l'autre va forcément l'aimer. Ça, je trouve ça assez extraordinaire comme présomption. Et la femme qui pense que parce que le mec est introverti, en fait, il est désagréable. Et ça aussi, c'est un truc que je me suis dit, ça arrive souvent, qu'on pense que les gens sont hautains ou désagréables, alors qu'en fait, ils sont juste pas à l'aise en Réservé. société. Ouais, pas introverti, parce que réservé plutôt. Parce que Oui. tu peux être introverti. Oui, et sociable, et, c'est ce truc. Mais oui, Oui, bien réservé. Mais ça, c'est ce truc-là des insécurités sociales que des fois, les gens, moi, c'est mon cas, ils sont golden retriever avec leurs insécurités sociales. Donc, ils vont juste trouver des gens aussi enthousiastes qu'eux, être là en mode je te donne de l'affection, tu me donnes de l'affection, je te donne de l'affection, tu me donnes de l'affection. Et quand ils trouvent des gens qui expriment leurs insécurités sociales en mode je vais plutôt me mettre en retrait et pas beaucoup parler, ils sont là en mode mais toi, t'es méchant en fait. Alors que des fois, c'est le même truc qui est à la base de ces 2 comportements qui est je suis stressée à l'idée de je sais pas, rencontrer des nouvelles personnes, avoir ces interactions et tout quoi. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, une scène où j'étais là, en fait, le personnage est présenté comme quelqu'un d'assez hautain et désagréable parce qu'il n'invite pas les femmes à danser et il n'est pas à l'aise dans un bal. Et j'étais là en mode,
c'est moi ça. Je peux être mal à l'aise dans une soirée parce que je connais pas assez de gens et du coup, j'ai pas envie de me mêler à des gens que je connais pas. Et en fait, c'est pas que je suis hautaine, c'est juste que j'ai peur de parler à des gens que je connais pas s'ils viennent pas me voir, tu vois. Et du coup, normalement, dans le bouquin, t'es censé être en empathie avec le personnage féminin qui est Elisabeth en mode, mais oui, pourquoi c'est un gros connard? Et moi, j'étais là, mais non, mais je le comprends tellement, ça doit être chiant d'être dans une situation pareille. Clairement. Et j'aimerais rajouter quand même sur le fait que tu lises Orgueil et Préjugés, que tu avais demandé à ta libraire une romance et qu'elle n'a rien trouvé de mieux à te donner qu'Orgueil et Préjugés. Ok, je vas-y, raconte l'histoire raconte. parce que l'histoire en entier est vraiment très drôle. En fait, je suis depuis quelques semaines dans une... Là, ça y est, j'en sors. Je pense que j'ai été vaccinée par la saison 5 de Love is Blind, qui est nulle à chier. Venez m'en parler si vous voulez. Sur le compte du Bisou Drop, si vous voulez. Donc, la saison 5 est nulle. Donc, je suis un peu vaccinée du romantisme. Mais il y a quelques semaines, je lisais... je suis retombée dans des livres romantiques que je lisais quand j'étais ado, à savoir Le Journal d'une princesse. Et donc, quand j'ai fini de relire les tomes que j'avais, j'étais là, il faut que je cours chez ma libraire et lui demander une romance du même type, parce que vraiment, cette histoire qui n'en finit pas de est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on ne s'aime plus, pourquoi on ne peut pas être ensemble, j'étais là, c'est bon, ça fait virer mon cœur, mon petit cœur d'artichaut. Donc je vais voir ma libraire et je lui dis, bon, j'ai besoin d'une romance. Et en fait, elle était là, genre, un peu perdue. Il faut dire que je vais souvent dans cette librairie et souvent, j'achète plutôt des bouquins, genre, sur les étals. Plutôt des bouquins. concours que des romances, quoi. Voilà, si on veut. C'est un peu plus d'éditions indépendantes, enfin voilà. Et là, je voyais bien qu'elle était perdue parce que je pense qu'elle m'a reconnue et j'étais là, ouais, il va falloir que... Il faut que je la mette en situation, tu vois. Donc je lui ai dit, en fait, c'est ma sœur, c'est ma petite sœur. La honte, quand même. Elle s'est inventée une sœur parce qu'elle voulait pas dire ses envies de romance. Hein. Faut quand même le dire. Hein. C'est pas moi, c'est pour un pote. Exactement, c'est pas pour moi, c'est pour une amie. Mais c'est clairement ça. Hein. Et j'ai dit, est-ce que je pourrais avoir vraiment... Elle ne lit que des romances, mais vraiment de bas étage. J'ai pas dit ça. Mais voilà, elle ne lit que des romances. En plus, j'ai pas de petite sœur, je tiens à le dire. Et vraiment, tout est fictionnel. Et du coup, j'ai dit, bon, est-ce que je peux avoir une romance vraiment très simple, très facile à lire. Enfin voilà, une histoire d'amour qui soit entraînante, quoi, et super page-turner. Enfin voilà. Et là, elle me sort un bouquin de science-fiction. Et je lui dis, mais quoi ? Mais quel est le truc? Il y a des histoires c'est un thème, voilà. pas un thème, mais un style précis de littérature, la romance en science-fiction, je crois. Bah, du coup, je lui ai dit, mais du coup, il y a des histoires d'amour. Elle m'a dit, non, mais c'est hyper facile à lire. Je dis, mais tu n'as pas compris le cahier des charges. Oui, quelle est la demande? Oui, elle est claire, la demande. Je lui ai dit, non, mais ça va pas. Je vous ai dit une romance, enfin, je sais pas. Je vous ai dit, ma petite sœur est bête, en fait. Elle veut des trucs je vous ai écrits dit, elle a 2 de QI, merde. Et elle a 8 ans aussi, mais bon, elle veut quand même bien un peu de trucs sexy, parce qu'elle est un peu précoce. Mais tu lui as parlé de Journal d'une princesse ou pas? Oui. Je lui ai dit, ah non, oui, peut-être pas. Enfin, je sais plus, mais bon, bref. Je lui ai dit que c'était vraiment une romance très, voilà, basée romance, quoi. Après, elle me sort un bouquin de l'autrice qui a fait Rosa Candida, que j'ai beaucoup aimé, mais du coup, j'étais là en mode, ah merde, je l'ai déjà lu, donc j'étais là en mode, ça, elle l'a déjà lu, mais comment je pourrais savoir qu'elle a déjà lu ce livre? Enfin, bref. Bah, parce que tu sais très bien les lectures de ta petite sœur. Je suis à la trace ses lectures. Bref, avançons. Elle m'a dit, sinon, Orgueil et Préjugés. Et j'étais tellement soulagée que ce soit enfin une histoire d'amour que j'ai dit, ah bah parfait, voilà, ça, je suis sûre qu'elle l'a pas lu, ça va être génial. Voilà, donc je suis à 300 pages et vraiment, j'avance assez lentement. J'aime bien, mais c'est juste que quand est-ce qu'ils s'embrassent, en fait? Je n'en peux plus. Voilà. Moi, j'ai juste vu le film avec Keira Knightley, qui était sympa. Et ils s'embrassent à la fin. Et ils s'embrassent à la fin. Mais est-ce que c'est aussi à la fin des 600 pages? Mais on sait que ça va arriver. Mais franchement, c'est vraiment en mode le même fil rouge depuis toujours. On se dit quand est-ce que ces deux personnages vont s'embrasser et c'est ça qu'on attend pendant 600 pages. Non mais quoi. en fait la vérité c'est que j'aurais dû acheter un shoujo parce que je lisais ça quand j'étais ado aussi, des shoujo tu vois, et au moins ça durait je sais pas 5 tomes, 15 tomes, mais au moins je savais, c'est exactement ça, il me fallait un shoujo. Des shoujo, c'est des mangas c'est des mangas pour jeunes filles. Ouais, okay. C'est des mangas d'amour. Ouais, des trucs genre à l'eau de rose. Trucs à l'eau de rose, manga. Oui, bah oui. Et je pense que vraiment c'était ça la solution. Je disais aussi ça à ado et en fait la vérité c'est que j'ai vendu mes mangas et j'aurais pas dû. Mais oui, tu n'aurais pas dû.
Tout est cyclique. Mais bon, après, on vend rien et après, bref, on a des vies trop Est-ce qu'on peut encombrées. passer à l'épisode? Oui, on va passer à l'épisode d'aujourd'hui sur les préjugés. Oui, et c'était une longue intro. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On avait envie de se parler. J'espère que vous êtes heureux d'entendre aussi toutes nos petites histoires. Donc, on va parler de l'épisode du jour qui sont les préjugés. Et pour ça, aujourd'hui, c'est Xan qui fait son intro. Xan, à toi. Et oui, en plus c'est un épisode qui vous a été proposé par quelqu'un qui nous écoute justement. C'est pas nous qui sommes venus sur l'idée, c'est quelqu'un qui nous écoute et qui a mon travail qui m'a dit tiens ce serait une super idée justement. Et il m'a fait quelques petites explications de ce qu'il pensait et on va justement entendre son interview un peu plus tard dans l'épisode. Mais top. Et du coup pour introduire un petit peu. On a tous déjà eu des préjugés. Moi, le premier, on s'imagine mon émerveil ou inversement, on s'imagine le pire dans la vie d'un autre sans vraiment être à la place de cette autre personne pour vivre, comprendre et ressentir ce que la personne vit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer un peu de briser les codes et les préjugés qu'on a pendant cette petite heure d'épisode. Et notamment sur la sexualité, pas sur la manière de cuire les artichauts, quoi. Non, oui, tout à fait. Oui, merci. Du coup, Lovela, si tu veux commencer avec ta rubrique. Il y a une étude qui dit que. Il y a une étude qui dit que. Une étude qui dit que. Il y a une étude qui dit que. Oui, alors moi j'ai décidé de vous parler des acteurs et des actrices porno. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mal de préjugés sur les acteurs et les actrices porno, principalement parce que je me suis toujours dit que pour en arriver à faire un choix aussi extrême, aussi anticonformiste, il fallait avoir une vie sur le même mode, c'est-à-dire pas avoir peur du regard des autres, ou alors être arrivé à un bout de quelque chose, c'est-à-dire pas arriver à, je sais pas, avoir un autre métier, ou pas en être capable, enfin voilà. Donc je me suis dit que ce serait cool d'interroger un peu tous les préjugés qu'on pouvait avoir sur les acteurs et les actrices porno, parce que en fait le travail du sexe, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, et je pense qu'il subit pas mal de discrimination dans la société civile, comme on dit dans l'industrie, on dit genre les civils et les acteurs et les actrices porno, voilà, les civils pour dire les gens qui travaillent pas dans l'industrie. Et du coup, j'ai questionné un peu autour de moi et j'ai aussi questionné ChatGPT et mes propres préjugés pour savoir en gros quels sont les plus gros préjugés qu'on a sur les acteurs et les actrices porno. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc, si jamais ça vous dit d'aller diguer autant que moi, je pourrais vous donner toutes les ressources, mais je pense que j'ai à peu près 8-9 articles et vidéos que j'ai regardés pour répondre à ces préjugés. Après, peut-être que je n'aurai pas la réponse à tout parce que je ne suis pas concernée, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. On ne sait pas. C'est toi qui le décides, Lovela. Ça peut changer. Oui, tout peut changer. À tout moment, ça change. Je change de carrière. J'espère que ton copain qui écoute est vraiment heureux de ce choix de vie. Ouais, alors justement, je pense qu'il n'est pas ravi. Il peut être impliqué. Ah oui, il y a Il aussi peut beaucoup s'impliquer dans ton de changement de porno carrière. de couple. Tout à fait, j'aurais en parler tout de Ah, suite. trop bien. Alors, j'ai plein de... Je peux déjà vous poser les questions, mais je crois que, en gros, je vais commencer par justement mon copain. Vu qu'on parle de lui, je commence par ça. Lui, il m'a dit, je pense que le plus gros préjugé que j'ai sur les acteurs porno, donc les acteurs hommes, c'est que c'est des meilleurs coups. Et j'étais abasourdie qu'il me dise ça. Et j'étais là en mode, à quel moment tu penses que les acteurs porno sont meilleurs coups que n'importe qui, que toi, par exemple ? Ils Et ont il de était là, l'expérience, je sais quoi. Ah bah ouais. Mais en fait, il était là, je sais pas, c'est un peu des athlètes, ils sont capables de durer très longtemps, en plus physiquement, ils peuvent aller genre très vite, très fort, etc. C'est quand même assez impressionnant. Et moi j'étais là, c'est marrant parce que j'aurais pas pensé, parce que en fait, les acteurs porno, ils représentent une sexualité qui n'est pas une vraie sexualité, vu que c'est du cinéma. Donc pour moi, ça n'a aucun rapport entre... Enfin, c'est pas parce que t'es un bon acteur porno que quand t'es avec ta femme, t'es un meilleur coup. C'est sûrement le cas puisque ça t'intéresse la sexualité vu que tu fais ce métier, mais c'est pas forcément un lien de cause à effet, quoi, puisque c'est pas la même sexualité dans ton intimité et dans le cinéma, quoi.
Ça, carrément. Mais ça t'intéresse, t'as beaucoup d'expériences de fait, potentiellement. Et moi, je suis d'accord avec ce truc. En tout cas, j'ai cette idée d'athlète où, vu que ton corps, c'est ton métier, enfin, ton outil de travail, il y a un truc de potentiellement le soigner, faire plus de sport, enfin, aussi le shape, enfin, le sculpter d'une manière qui potentiellement peut aussi améliorer, j'en sais rien, des performances juste physiques du côté la sexualité, c'est aussi, enfin, il y a un côté sportif dedans et que je me dis Oui, mais que pas si que. Oui, mais pas que, je suis d'accord, c'est qu'une partie de plein de choses qui font être un bon goût qui est super subjectif, mais franchement, je comprends ce préjugé, ce préjugé-là. Après, moi, de mon côté, j'avais justement vu un reportage là-dessus, mais il y a quelques années, justement, où il parlait que dans les pornos, il y avait énormément de cuts. Donc, le fait que les gens durent énormément, c'est pas vraiment obligatoirement le cas, parce que tu as tellement de cuts d'une scène à l'autre qui peuvent être sur 5 jours d'affilée le tournage, que, en fait, pas du tout. Ouais, et puis en plus de ça, ils sont pas, ils tiennent pas non plus des heures sans rien prendre. Ils prennent aussi des choses pour s'aider à tenir, quoi. Donc c'est pas, on peut pas comparer. Enfin, d'une façon générale, je pense que ce qui est important de se dire, c'est qu'il faut pas du tout comparer la sexualité des films porno, qui est du cinéma, et la vraie sexualité, qui est celle qui se passe dans ta cuisine, dans ta chambre à coucher, avec ton compagnon, ta femme, enfin peu importe quoi, mais c'est quand même pas la même chose. Un des préjugés que tu avais, Lélina, c'était que c'est impossible de faire du sexe safe, donc du point de vue des maladies sexuellement transmissibles. Là-dessus, c'est sûr que, en fait, comme tu fais de la sexualité avec plein de gens, c'est difficile de s'assurer que tu fais du safe sex. Mais il y a une actrice porno dans les ressources que j'ai cherchées qui disait qu'ils sont testés tous les 15 jours et que dès qu'ils ont une maladie, il y a une quarantaine et ils ne peuvent pas revenir tourner tant qu'ils ne sont pas guéris. Donc je trouve que quand même, tous les 15 jours, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est des tests qui sont assez réguliers et pour certains, je pense qu'ils ne tournent pas non plus 12 000 films tous les 15 jours, quoi. Oui, je suis d'accord. Et on vous mettra aussi en note du podcast, mais il y a Ben Never, dont on a déjà parlé dans ce podcast, qui a réalisé un porno avec Dorcel, c'est ça. Et il en a fait aussi, du coup, toutes les coulisses, une vidéo YouTube avec toutes les coulisses. Et il y avait notamment ce que c'était avec un couple qui sont en couple et qui étaient sur le point de se marier et tout, qui n'utilisaient pas de protection type capote parce qu'il y avait contraception et tout par ailleurs. Mais du coup, pour ce tournage, ils ont dû faire 1 million de tests. En plus, à un moment donné, il y en avait juste un qui avait été oublié du lot. Et du coup, ils n'ont pas pu tourner alors qu'ils étaient en couple et ils devaient mettre une capote pour les pénétrations vaginales qu'il y a eu, alors même qu'ils étaient en couple parce que c'était les règles de Dorcel et qu'elles se sont aussi hyper durcies, enfin elles ont hyper grandi avec le temps, quoi. Alors, il y a aussi ChatGPT qui nous a dit que les acteurs, les actrices porno souffriraient d'une faible estime de soi. Alors, je ne sais pas d'où il sort ça, hein, mais bon, c'est ChatGPT. En tout cas, j'ai trouvé une étude qui disait que la plupart des actrices porno, en tout cas celles qui ont du succès, auraient une meilleure estime de soi que les autres femmes hors de l'industrie. Donc, il y a une étude très sérieuse qui dit à ChatGPT, ferme ta gueule, tu dis n'importe quoi. Super, j'adore comment ChatGPT devient juste un personnage secondaire à part entière dans les discussions et aussi les nôtres. Après, Aurore, tu m'avais dit que tu imaginais que les acteurs et les actrices porno seraient des gens qui seront trisexuels, donc des gens qui sont prêts à faire n'importe quelle expérience sexuelle et qui ont envie de tout tester. Ouais, voilà, il y a un côté, qui ont envie de tester des choses, quoi, qui ont pas froid aux yeux, je pense. Oui, voilà, c'est ça, pas froid aux yeux, je dirais. Et du coup, dans mes recherches, j'ai en effet vu que la plupart des personnes qui s'engagent dans une carrière dans le milieu pornographique, c'est parce qu'ils ont en effet beaucoup d'envie, beaucoup de fantasmes qu'ils ont envie de réaliser. Mais par contre, ils disent pas du tout qu'ils ont envie de tout tester et de tout faire, parce que en fait, même les acteurs et les actrices porno ont des limites et ils n'ont pas envie de tout franchir, ce qui paraît assez normal. Et il y a aussi des acteurs et des actrices qui insistent sur le fait que les choses qu'ils font
leur métier. C'est vraiment très éloigné de ce qu'ils font dans leur intimité. Donc, c'est pas parce qu'ils ont envie de le performer à l'écran qu'ils ont envie de le faire dans une pratique intime avec leur partenaire. Ce que je trouve assez intéressant, parce que ça veut dire quand même que on peut avoir envie de performer des trucs qui sont pas forcément tout ce qu'on est, comme dans d'autres situations, mais voilà, je trouvais ça assez intéressant de le dire. Il y avait aussi, du coup, dans d'autres vidéos de Ben Never où il faisait des interviews de porn stars, enfin voilà, de personnes dans l'industrie. Les gens répondaient à cette question et je trouvais que c'était assez différent selon les personnes, à quel point c'était différent ou à quel point c'était proche. En tout cas, ce qu'ils disaient de leur sexualité jouée, voilà, dans le cadre d'un tournage porno ou leur sexualité vraiment réelle à eux par ailleurs, quoi. Et alors, moi, un des a priori que j'avais aussi, c'est que les acteurs et les actrices porno étaient bêtes. Alors, je m'explique, c'est pas que je pensais qu'ils étaient complètement débiles, mais je me suis dit, en fait, peut-être qu'ils peuvent pas faire d'autres carrières. C'est pour ça, mais ça, je pensais ça quand j'étais jeune, hein, pas maintenant. Et je me disais peut-être qu'ils peuvent pas faire d'autres carrières et que du coup, ils sont là en mode, en fait, c'est la basique opposition corps et esprit. Qui est vraiment un truc philosophique qui date des Grecs, en fait, de la philosophie grecque. Et du coup, j'étais là, en fait, ils sont tellement dans leur corps qu'ils ont rien dans la tête. Ce qui est complètement faux. Et j'ai des exemples, même si je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'exemples pour dire que c'est faux. Mais par exemple, il y a un acteur qui s'appelle Carlo Massi. Je ne sais pas, il est italien, donc je ne sais pas comment ça se prononce. Il a voulu arrêter sa carrière d'acteur porno parce qu'il voulait s'adonner à sa véritable passion. Et c'était quoi ? Enseigner les mathématiques à l'université. Voilà. Mais J'ai tout de suite pensé aux maths. Je l'ai déjà vu. Il est sublime, non ? Mais c'était pas un mannequin aussi ? Parce que je connais une histoire d'un mec qui est mannequin. On est beaucoup trop enthousiastes. Qui est d'un mannequin italien, magnifique, mais vraiment une gueule de dieu grec. Mais qui était vraiment prof à l'université de maths. C'est le même ? Il est aussi acteur porno ? Peut-être. C'est peut-être ça. Tout le monde fait des maths. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé directement aux maths. J'étais là, les maths, c'est sûr. Parce que c'est vraiment le symbole de quand t'es genre quelqu'un dans ta tête cérébrale, voilà. Et du coup, dans cette opposition corps-esprit, quand t'es du côté de l'esprit, tu fais des maths et de la philo, quoi. Ouais, et des échecs, carrément. Mais ouais, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et il y a aussi un acteur porno que j'aime beaucoup. Sa personnalité, je la trouve hyper agréable. J'avais écouté un podcast. Ça, c'est vraiment le truc. J'adore sa personnalité. J'adore son travail, voilà. Il faut le dire. J'aime bien, c'est quand tu sais pas comment complimenter quelqu'un qui fait du porno et t'es là, non, mais quand même, ce charme, cette personnalité, c'est genre... Non, mais il est très beau. Mais en fait, ce que j'aime bien, si on doit parler de son travail, ce que j'aime bien, c'est que je le vois souvent faire des cunis aux meufs. Donc ça, j'avoue, j'aime bien. Et c'est aussi que sa personnalité, ça se voit que c'est un gentil. Et il est trop drôle parce que j'ai regardé quelques vidéos où il parle de... en fait, c'est des vidéos où en gros les un acteur et une actrice se rencontrent, mais ils sont... en fait, c'est unscripted. Enfin, il n'y a pas de script qu'ils doivent suivre en mode tu fais ça. C'est vraiment juste ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, au début, il parle. Et lui, il est là en mode, c'est quoi ton signe astro et tout. Et je trouvais ça vraiment rigolo. Et du coup, après ça, j'ai écouté un podcast où il parlait. Et je me suis dit, mais il est trop chou. Vraiment, il a un côté super bienveillant, super... voilà, bref. Et dans ce podcast, qui sera aussi dans la description, il disait qu'il avait d'abord été graphiste. Voilà. Donc, on peut passer de graphiste à... C'était une reconversion professionnelle, quoi. Voilà. Et il y a aussi une actrice assez célèbre dont je n'ai pas le nom, qui était avant agent immobilière. Et après, elle est sortie avec un gars qui était dans le porno. Elle a dit « Oh, bah vas-y, je suis chaud, je vais essayer. » Et maintenant, elle bosse de ouf en tant qu'actrice porno. Voilà. Ça me fait penser, ces reconversions, mais je pense plutôt dans l'autre sens, à être devenue prof de maths à l'université, qu'un préjugé, mais qui est plutôt une peur, je trouve, avec l'industrie du porno, c'est qu'une fois que t'as fait du porno, t'es genre cramé et que tu peux rien faire d'autre et que tu réussiras jamais à faire une carrière sérieuse. C'est vraiment ce dont ils se plaignent
beaucoup, Oui. c'est que en fait, justement, à cause des préjugés et de la mauvaise image qui est véhiculée par le porno, ils ont moins d'opportunités de carrière, quoi. Et même, il y en a. Enfin, j'ai vu un acteur qui disait que lui, il avait voulu ouvrir des restaurants et qu'en fait, il y avait toujours des choses qui se mettaient en travers de son chemin à cause de son passé. Et après, chez les Français, on a un aussi qui s'est reconverti il y a quelques années, Manuel Ferrara, qui était à la base oui, prof. je pensais à lui. Et qui est parti dans le porno, qui a eu je sais pas combien d'awards du porno et qui maintenant qui est devenu streamer jeux vidéo sur Twitch. Mais je pensais à lui parce que j'avais vu une vidéo j'ai déjà parlé d'elle, d'une psy sexologue, Margot Fritz-Friliosa, qui parlait justement du porno pour dire, faire une espèce de prévention, dire oui, c'est pas la réalité. Souvent, les acteurs vont prendre des produits ou il y a des coupes ou ce genre de choses. Et lui, il avait fait une vidéo où il réagissait à ce qu'elle disait. Il n'était pas du tout d'accord et il disait n'importe quoi. Ça m'avait vraiment surpris et j'avais pas de raison de pas le croire, j'en sais rien. Enfin, il avait l'air sincère en tout cas, ce garçon. Mais donc il disait mais non, de produits n'importe quoi. Faudrait que je retrouve cette vidéo, ça m'avait vraiment intriguée. Et voilà, pour dire ça, que lui apparemment il était pas. C'est peut-être pas sa réalité. Je pense Oui, qu'aussi, voilà, on voit le porno, mais oui. comme plein de choses qu'on connaît pas, comme une sorte de masse globale, avec un même employeur, des mêmes règles partout et tout. Surtout que le porno, ces dernières années, ça s'est aussi hyper diversifié, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ouvrent des OnlyFans, des mimes, qui aussi qui sont en indé, en fait, dans le porno, à décider de leurs règles, à qui ils le font, en couple et tout, machin, avec quelle personne, quelle pratique. On décide tout le temps, mais ça s'est diversifié. Ouais, mais avec OnlyFans, il y a ce problème de ça vend du rêve, tu peux être indépendant, et alors qu'il y a, je sais pas quel est le pourcentage, mais tu as 20% des. C'est 20% des gens qui font ce métier, qui en vivent convenablement. Le comme reste, toute la création de contenu, comme nous avec notre podcast. Oui. On Et espère que des foules en liesse nous suivent, mais bon. Je pense que c'est là aussi, avec OnlyFans, que vient le préjugé des personnes mal dans leur peau, parce que c'est surtout là qu'on retrouve les personnes qui sont plus mal dans leur peau dans le domaine des travailleurs du sexe. C'est sur OnlyFans, en fait. Je pense que le côté potentiel précarité est visibilisé parce que les gens sont... Enfin, en fait, je parle sans savoir, mais en tout cas, c'est plus... Il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. Il n'y a pas une vidéo, on ne sait pas d'où vient la personne et tout. Potentiellement, on a aussi plus d'infos. Enfin, bref. Et juste du coup, pour finir, le dernier préjugé, c'était un peu sur les couples et comment on peut être en couple et acteur, actrice porno. Et ça, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait aussi beaucoup d'acteurs et actrices porno qui disaient qu'ils étaient en couple avec des gens dans l'industrie parce que c'est plus simple. Et qui sont déjà ou alors qui sont en couple libre déjà de base. Donc, en gros, c'est OK d'aller coucher avec d'autres personnes que ton partenaire officiel, entre guillemets. Mais par contre, et du coup, ça facilitait le fait d'être dans l'industrie parce que il n'y avait pas ce truc de c'est bizarre que tu couches avec d'autres personnes pendant la journée et qu'après tu rentres à la maison. Enfin, voilà. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a aussi des gens qui se considèrent monogames parce qu'ils considèrent vraiment que leur travail, c'est leur travail et que ils sont pas en train de tromper leur partenaire. Ce que je trouve hyper intéressant parce qu'en fait, c'est un truc qui est tellement construit dans notre société, je trouve que en gros, la sexualité, quand tu fais de la sexualité avec quelqu'un d'autre, c'est une tromperie, alors que pour toutes ces catégories de personnes qui travaillent dans le porno, ils font du sexe avec d'autres personnes toute la journée et ils rentrent le soir et ils n'ont pas considéré qu'ils ont trompé leur partenaire. Donc ça, je trouvais que c'était un truc qui pouvait être intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas entendable alors que c'est une réalité et du coup ça veut quand même dire que la possession qu'on imagine avoir sur le corps de nos partenaires, elle est vraiment construite. Elle fait des petites punchlines enfin. Non, mais c'est oublier tous les enjeux de liens d'attachement qui se jouent dans la sexualité. Je pense que quand c'est ton travail, il n'y a pas ce lien d'attachement émotionnel qui se fait, sauf si, je sais pas, c'est un partenaire un collègue très régulier avec qui ça se passe très bien. Peut-être qu'il y a des choses qui mais se des passent, collègues mais, comme partout, il y en a que t'aimes plus que d'autres. Oui, voilà. mais je pense que c'est pas comparable parce que c'est
il n'y a pas ce lien émotionnel. En fait, c'est pas ton Ouais, mais du intimité coup, tu aussi. Je pense que tu dois, quand c'est leur travail, ils dévoilent pas. C'est pas leur intimité. Oui, c'est quelque chose de joué. Tu les rentres dans un gestes script. que tu fais, c'est ouais. pas. C'est pas. Non, mais sais du coup, pas, je qu'est-ce pense qui que c'est- t'empêcherait de. Ah, Qu'est-ce mais qui non, t'empêche ça me surprend pas du tout que des acteurs porno se considèrent comme ont un partenaire et se considèrent comme monogames. Ça me surprend pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, pourquoi ce qui serait valable pour les acteurs et les actrices porno pourrait pas être valable pour n'importe qui? C'est ça que je voulais remettre en question. En fait, ça me surprend pas parce que pour eux, c'est. Pour moi, c'est pas le même problème. Pour eux, c'est vraiment leur travail. C'est du travail. C'est pas. C'est. Est-ce qu'on parle de la même... Est-ce que je sais pas si j'ai compris ce que tu... J'imagine qu'elle dit par rapport à, par exemple, un couple libre, on est là, on met pas d'affect, nanani, nanana, que potentiellement on est là en mode, on pourrait voir la chose pareille que c'est mon travail et je mets pas d'affect, et je suis dans un couple libre et je couche avec d'autres gens et je mets pas d'affect, et du coup, une question sur la possession et la possessivité, la possessivité dans le couple, qui a franchement un sujet aussi à part entière par ailleurs. C'est une intro pour autre chose. C'est une intro. Mais donc je sais pas si tu veux réagir, sinon j'ai autre chose à dire sur la tromperie, mais... non. Juste que ça me surprenait pas, Et sur la tromperie aussi, je trouve qu'il y a vraiment un truc de... La tromperie, c'est censé être caché, et là, vraiment, tu fais une vidéo qui est montrée. Il y a quand même un truc de, genre, tu fais vraiment l'inverse que de te cacher pour faire quelque chose, quoi. Vraiment, tu le publies et tout le monde le voit, quoi. Donc, oui, et d'ailleurs, il y avait ça me fait penser à une conversation qu'on a eue sur complètement autre chose, Lélina, mais il y avait un couple avec un gars qui était organisateur d'événements, il travaillait dans l'événementiel, et sa femme était actrice porno. Et du coup, l'intervieweur leur demandait, mais du coup, est-ce que tu regardes les vidéos de ta femme? Et il était en mode, non, tout comme elle me regarde pas travailler, en fait. Et puis, quel intérêt de la voir faire des trucs avec d'autres mecs alors que je peux juste faire ce que j'ai envie de faire sexuellement avec elle? Ce que je trouvais être un rapport hyper sain à cette différence dans leur couple, et je trouvais ça assez intéressant. Après, ça c'est pareil, je pense que ça peut vraiment dépendre du couple, j'en sais rien. Je sais pas, si tu sors avec une chanteuse ou une actrice, peut-être que ça peut être chouette de la voir travailler parce que tu as envie de... Oui, en fait, c'est un aspect d'elle que tu peux trouver beau quand elle est dans... Oui. Enfin, pour moi, tout est possible. Oui, en fait, c'est que tout est possible, mais rien n'est obligé. Que comme on n'attend pas de quelqu'un que son partenaire lui parle jour et nuit des travaux de construction de je sais pas quoi qu'il a fait, ça veut pas dire que, ou qu'elle a fait, c'est très genré ce que je viens de dire, ça veut pas dire que ça peut pas être fait et dit, mais ça veut dire que dans des jobs qui sont pas rendus publics, on s'attend moins à se dire ouais, mais pourquoi tu m'écoutes pas parler pendant 5 heures de cette réunion ou de ce truc que je viens de faire. Quand c'est public, en fait, ça dépend de chacun, quoi. Ça peut aussi être potentiellement excitant de voir sa partenaire... faire un truc qu'il fait très bien. Faire un truc que il ou elle fait très bien par ailleurs, et coucher avec d'autres personnes, même si c'est dans un script, dans un jeu et tout, ça peut être stylé aussi. Hein. Moi, anecdote... là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on va dire, j'ai eu un partenaire qui fait du porno à côté. Et du coup, j'ai quand même commencé je l'ai vu et on a couché ensemble avant que je regarde ses vidéos parce que je trouvais ça un peu impressionnant de regarder des vidéos porno avant de coucher avec quelqu'un, parce que ça veut dire quasi je me compare du coup à quelque chose de pas comparable, mais c'est quand même la personne que je vais voir. Enfin, je trouvais que c'était un peu me mettre dans des mauvaises dispositions. Mais par contre, après qu'on ait couché ensemble, j'étais là, franchement, maintenant je suis grave curieuse. Et du coup, j'ai regardé ce qu'il faisait parce qu'une partie est en libre accès sur Pornhub. Et franchement, c'était stylé. Je trouvais ça très excitant, l'idée de connaître la personne qui est en train de faire une vidéo. On se dit, je m'étais jamais dit dans ma vie qu'un jour, je connaîtrais une personne qui est dans un porno, quoi. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose quand même d'assez excitant et stylé dans cette nouvelle expérience que je vivais. Donc voilà, chacun son chacun. Moi, j'ai l'expérience tout inverse. Tu vois, j'étais avec quelqu'un qui faisait du OnlyFans et c'était non. Moi, je voulais pas aller voir. Tu vois, c'était vraiment coupure entre les deux. Quoi. Ouais, c'est ça. Je l'ai aidé à tourner si besoin, tu vois. Donc tu étais investi. Si on me demandait, tu vois. Mais par moi, contre, je suis dans l'aide. Je voulais pas aller voir. Ouais, c'est ça. Moi, je suis dans l'aide. Pas de soucis. les gens, mais par contre. Exactement. Mais j'allais pas voir personnellement ce qui se passait. Je trouvais ça trop impersonnel.
Mais est-ce que c'était par... parce que là, l'homme dont tu parlais, Love là, il avait l'air plutôt de dire que c'était par désintérêt. Enfin, ou par... il était plutôt neutre par rapport à ça. Mais toi, est-ce que Xan, c'était... Enfin, il y avait un... Parce que quand tu l'as dit, il y a un côté, ah non, je voulais pas voir ça, comme si c'était... Enfin, pas négatif, mais... Ah, c'est pas négatif dans un sens, mais tu vois, genre, quand tu vois la personne quitter, qu'elle t'envoie par exemple un nude, tu vois, c'est personnel, tu sais qu'elle l'a envoyé à Oui. toi. Là, si tu le postes sur Internet, c'est pour que tout le monde le voit. Donc, t'as ce côté. Oui, t'avais envie de garder cette exclusivité dans votre C'est relation. Après, la personne fait ce qu'elle veut par ailleurs, mais de conserver ce petit truc dans votre relation à vous, quoi. Oui, C'est t'avais ça. pas envie Franchement, de te rendre compte qu'il y a des choses que que tu aurais aimé qui te soient destinées, mais qui n'étaient pas destinées qu'à toi. Ouais, voilà. Bah, après, non, parce que dans tous les cas, les trucs qu'elle postait, on vivait ensemble. Donc, je voyais ce qu'elle faisait. postait, quoi. Mais sans grand, ça n'avait pas vraiment d'intérêt, en fait, pour moi. Oui, parce que c'était pas pensé pour toi. C'est ça. Il n'y avait pas l'intention. Mais c'est intéressant. C'est comme quoi on a des. Parce que je me disais, on parle d'un sujet que. On n'est pas concerné, mais on a des vrais. Enfin voilà, on a des choses à dire sur le sujet par rapport à ce que tu dis, Lovela, c'est cool. Est-ce que tu avais encore des trucs à dire sur les Non, acteurs porno? C'est bon. Ok, bon. Dans ce cas, on va changer de rubrique. On est très bavard aujourd'hui. Et je vais passer à la mienne. Tu vas raconter ça, qui va raconter ça. Raconter sa vie. Qui va raconter ça. Donc, on va passer des acteurs porno à parler de mon rapport à la foi et à la sexualité. Voilà, dans les préjugés possibles. J'avais commencé à en parler sur ma page Insta et peut-être un tout petit peu dans des épisodes d'avant, mais pas vraiment. Enfin, peut-être un truc que vous savez pas sur moi, vous qui écoutez ce podcast, c'est que je suis protestante, voilà, depuis ma naissance. Et que vraiment, ce rapport à la foi par rapport à tout ce que vous avez potentiellement entendu de moi sur mon rapport à la sexualité et tout, c'est quelque chose qui peut étonner. Voilà, d'autant plus en France où on parle pas forcément de foi. Enfin voilà, ça n'a pas une place hyper prépondérante dans nos sociétés. Et du coup, voilà, je voulais un peu vous parler de mon parcours de ce rapport à la foi et de comment, enfin voilà, et de ce que ça a à voir avec mon rapport à la sexualité ou pas. Et du coup, moi vraiment, je suis protestante depuis que je suis toute petite. Ma mère a failli devenir pasteur. Au final, elle a choisi une autre voie. Mais elle nous a élevés dans cette foi protestante. Et moi, vraiment, je suis ultra... Enfin, quand j'étais petite, j'étais vraiment ultra pratiquante, quoi. J'ai vraiment une anecdote que quand j'étais au collège, mais on m'obligeait pas, hein, mais j'avais entendu parler d'un magazine où tous les jours, il y avait un petit verset de la Bible qui était noté, et après une petite prière, et après une petite réflexion. Enfin, voilà, il y a une petite page avec une lecture, une réflexion, une prière et tout. Et j'ai eu, mais pendant des années... J'ai l'impression, ce magazine que je lisais, mais vraiment religieusement, tous les soirs. C'est le cas de le dire. Eh ben, c'est clair, je faisais mes prières à Dieu. Enfin voilà, je me suis fait... nos parents nous ont pas, moi, frères et sœurs, pas baptisés. Mais du coup, j'ai demandé, je suis la seule de ma famille à être baptisée et confirmée quand j'étais ado. Enfin voilà. Une vraie grenouille de bénitier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es à donf dans la religion Ouais. et que Ah ouais, t'es Très voilà. pratiquante. Ok, bon, c'est une expression de catho et moi je suis protestante, ok, donc je l'avais pas. Mais ouais, j'étais ultra protestante, quoi. Je suis même allée dans des colos chrétiennes parce que c'était pas cher. Les gens qui les faisaient étaient bénévoles et du coup, tu pouvais faire des trucs cool. Genre, j'ai fait du cheval en Allemagne, c'était beau, du canoë en Suède, enfin bref, c'était super. Voilà. Et puis même dans ma vie adulte, enfin ça a toujours été vraiment un point d'ancrage de trouver une église, et dans chaque ville dans laquelle j'ai vécu, j'ai en tout cas essayé et souvent réussi à trouver une église dans laquelle j'ai vraiment enfin voilà, où je vais régulièrement à l'église et tout. Je vais toujours, bon en ce moment moins, mais presque tous les dimanches à l'église. J'ai des phases, voilà, comme tout le monde. Bref, je suis pas en train de faire, bon, je fais mon CV de protestante. Oui, c'est vraiment ça. Oui, mais du coup, pour parler du rapport à la sexualité, bon, je sais pas si vous savez, mais l'église, en tout cas chrétienne, catholique, protestante, je vais parler de la protestante dans mon cas, et la sexualité, bif bof, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment leur cheval de bataille. Ils sont là en mode comme si c'était déjà
il y a un truc de la sexualité, il y a plein de moments où c'est péché, quoi. Potentiellement, hors du mariage, c'est péché. Si tu fais certaines pratiques, c'est péché. Enfin bref. Et que c'est quand même un péché, en plus, dans leur conception, qui est un peu au-dessus de tous les autres. T'as l'impression que si tu fais des petits mensonges, des petits trucs et tout, bof, de temps en temps, ok, tu vois. Tu parles dans le dos de ton voisin de culte, d'accord. Mais parce qu'on dit un culte De quand on est... cul. Oui, de cul. De cul. Ton voisin de cul. On dit culte quand on est protestant, ça fait vraiment très secte. Enfin bref. Mais franchement, la sexualité, mais vraiment, mais Satan, quoi. Donc j'ai quand même été élevée dans mes églises avec ce Satan. truc de la sexualité, c'est chaud, quoi. J'ai été pas mal dans des églises où on nous disait, je me rappelle d'une colo, notamment cette colo en Suède, on avait toute une soirée, on avait discuté de sexualité, parce que c'est Satan, mais du coup, on est un peu obsédé par ça, donc on n'arrête pas d'en parler, mais pour dire... combien il faut pas le faire dans plein de conditions et tout. Par contre, t'éduquer à la sexualité, ça c'est pas au programme, quoi. Et du coup, dans cette colo, ils étaient là. Alors le propos qu'ils avaient, qui est celui que j'ai souvent eu, c'est t'as le droit de t'amuser dans ta sexualité quand même. C'est bon, on est moderne. Donc le cul, c'est pas juste pour procréer. T'as le droit de t'amuser, mais par contre, t'as le droit de t'amuser à l'intérieur d'un couple marié. Et c'est là où c'est le mieux. Il y a un peu un truc de Dieu bénit les gens qui attendent le mariage, et quand ils attendent le mariage, une fois que c'est le mariage et qu'ils couchent ensemble, là, feu, Let's have fun. paillettes, c'est genre incroyable, quoi. Ce qui, je lis un livre d'une pasteur sur la sexualité que je mettrai en note du podcast, et j'avais aussi parlé d'un podcast que je vous remettrai qui parle de foi et qui a notamment parlé de sexualité. La vérité, c'est que c'est très faux, en fait, parce que quand on n'a jamais fait un truc et qu'en plus on est parti avec l'idée de se dire pendant tout le temps de son couple et avant, en fait non, c'est mal, je ne dois pas désirer l'autre, en tout cas on ne doit pas faire certains gestes, certains trucs, c'est mal, qu'après tu te maries avec la personne, mais en fait il y a peu de chances que psychologiquement tu réussisses pendant la nuit de noces à switcher ton cerveau et à passer de c'est mal à c'est super, quoi. Mais est-ce que même tu sais ce que... Enfin, je sais pas, parce que je sais que la première question qu'un gynécologue doit poser à un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est est-ce que vous avez des rapports sexuels ? Donc je sais pas, moi, si on t'a jamais parlé de sexualité sauf pour te dire c'est pas bien, et donc je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bien, est-ce que quand t'es à deux, tout nu, tu sais ce qu'il faut faire ? Tu sais ce qu'on peut faire, potentiellement ou est-ce que pas. Après, je veux dire, on reste quand même dans une société... avec l'internet, et la vérité c'est que même si les gens se disent c'est mal, potentiellement on vient de parler du porno, c'est pas la vraie vie, mais potentiellement ils ont regardé au pire du porno, au mieux peut-être des vidéos explicatives sur le sujet, mais bon, je pense que déjà ils l'ont pas trouvé dans l'église, quoi. Et puis après, c'est bien, mais quand même, par exemple, il s'agirait de pas faire du BDSM, quoi. Enfin ça. Là c'est vachement loin là. Oui, pour je eux, sais. là. Non, mais c'était pas du tout abordé. Et puis quoi parce encore, que... tu veux pas être actrice porno non plus. Au bûcher. C'est ça, au bûcher. Non, mais que c'est bien, mais bon, il y a quand même un truc un peu flou autour de quelles pratiques sont acceptables et pas acceptables potentiellement. En tout cas, voilà, on m'en parlait pas quand j'étais ado, ça Si c'est pas pour sûr, se reproduire, c'est moyen bof quand même, en gros. Si, je te dis, il y a des églises oui, modernes qui sont là en mode couple marié, vous avez grave le droit de vous amuser, mais faites peut-être pas certains trucs, quoi. Il y a quand même des choses qui sont peut-être too much, quoi. Donc voilà, je viens de toute cette éducation, et moi, comme vous le voyez, j'ai un rapport assez libéré à la sexualité. Est-ce que vous diriez ça ? Bon. Je vois pas du tout qu'est-ce qui te permet de dire ça sur toi-même, mais ok. Voilà, bon, c'est une activité que j'aime bien. Je trouve que c'est un hobby sympa que j'explore, quoi. Enfin voilà. Et puis bon, je teste des trucs en mode. J'ai décidé de faire un podcast qui parle de ça, donc un podcast, ça va. Voilà, que tout le monde peut entendre. Je fais du BDSM. Je teste des trucs à plusieurs. J'ai déjà vu des gens dans la vraie vie coucher ensemble. Et oui, effectivement, on en a parlé dans l'épisode d'une sexualité sulfureuse. Ce n'est pas comme regarder du porno. La vraie vie, c'est bien différent. Mais voilà, j'ai eu un petit paquet, quelques expériences là à ce sujet. Un petit pécule. Un petit pécule d'expérience. Et en fait, je trouve ça vraiment pas antinomique avec ma foi. Et je sais que longtemps, ça m'a... j'ai été très, quand même, tiraillée par rapport à ça. Tiraillée par le fait d'être féministe et chrétienne. Tiraillée par le fait d'être, pro... avoir une sexualité très positive et chrétienne. Parce que dès que je parlais avec des gens dans mes églises, je voyais bien,
les limites quoi entre ce que je pensais, les opinions qui pouvaient être dites sur le sujet et tout. Et je suis quand même bien différente quoi. Mais dans le protestantisme, il n'y a pas de... Enfin, parce que dans le catholicisme, tu as vraiment l'intermédiaire entre le catholique et Dieu, qui est le prêtre ou l'homme d'église. Je crois que chez les protestants, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est ça? Non, il y a Donc c'est nous peut-être aussi et Dieu. quelque chose qui peut t'aider dans ta façon de construire ta foi, de la façon dont... Qu'il y a un rapport plus c'est personnalisé un rapport plus à Dieu. direct, donc finalement... C'est plus direct, mais on garde quand même des églises où on n'est pas tout le temps en train de parler avec des pasteurs, avec des gens et tout qui ont une interprétation. Oui. Il y a quand même une sorte de pensée majoritaire qui se crée, qui est quand même pas très en mode fais du BDSM et multiplie tes expériences. Oui, bien sûr, mais je me dis que face à quelqu'un de catholique, c'est peut-être... Oui, en fait, je suis d'accord. J'ai pensé. Je sais pas que t'es plus aidé, mais c'est peut-être un peu différent, quoi. Je pense. Ouais. En fait, je voulais expliciter la même chose que Aurore, mais du coup, en gros, pour moi, mais encore une fois, est-ce qu'on peut parler vu qu'on ne sait pas? Moi, je suis ni catholique ni protestante, mais c'est juste que j'ai l'impression que comme dans le catholicisme, tu ne connais rien, en fait, tu ne peux pas avoir d'interprétation personnelle des textes, etc. Du coup, tu es forcément obligé de croire comme parole d'évangile ce que disent ce que dit le clergé, enfin, je sais pas, le prêtre, alors que les protestants, ils se démarquent par le fait justement de ne pas avoir ce passeur nécessaire entre Dieu et le tout un chacun. Et du coup, peut-être que ça te permet à toi d'avoir plus de liberté. Parce que tu peux interpréter comme tu l'as envie la parole de Dieu. Bon, en vérité, j'ai l'impression de mes copines catho et tout que c'est plus tant la vérité. Oui, il y a une sorte de personne intermédiaire, mais quand même, tu peux lire la Bible. Mais c'est plus en latin. Il y en a toujours quelques-unes, mais voilà. Et tu as quand même un rapport beaucoup plus, parce que c'est aussi dans notre société, quoi. Tu as un rapport beaucoup plus direct à Dieu. Je pense dans les religions modernes que c'était le cas avant, catholique comme protestant. Je trouve que ça, c'est aussi un préjugé sur l'église protestante. On est toujours là en mode, mais vous, les protestants, vous êtes cool. Voilà, on comprend que dans l'église protestante, bon, peut-être pas le BDSM, mais bon, le reste, vous êtes plus cool. Mais en fait, non. Enfin, franchement, on n'est pas forcément plus cool que les églises catho. En plus, à l'intérieur de l'église protestante, il y a quand même les églises évangéliques, dont ils sont les moins cool. Président... Ils sont les moins cool, vraiment. Enfin, je veux dire, il y a des présidents là qui sont de ces trucs évangéliques. Donald Trump est ce courant-là. Le président au Brésil aussi. Bref, et puis du coup, les évangéliques, c'est quand même c'est ceux qui protestent contre l'avortement, qui sont dans tous les trucs et qui font aussi régresser. Qui sont vraiment là pour... ont une force politique, pour le coup, assez forte et font régresser des droits acquis dans des pays et tout. Enfin, bref. Du coup, franchement, les protestants, en fait, ils donnent un vernis de cool, mais quand tu commences à discuter avec les gens, moi, je me dis toujours, je parle avec des gens, je me dis, ils sont sympas, et tout d'un coup, je sais pas... disent un truc, homophobe ou sexiste ou anti-sexualité. Enfin, voilà, il y a quand même des choses qui sont quand même encore... Les pays, j'avais l'impression que justement les pays protestants étaient un peu plus libéraux comme les Pays-Bas. Ils sont pas protestants aux Pays-Bas? Je sais pas. Même les pays suédois, tout ça, j'ai l'impression que c'est plus... C'est vraiment super approximatif. Oui. Non, mais les pays nordiques ont plus une culture, je crois, protestante que catholique. Oui, mais bon, c'est pas parce qu'il y a un peu de libéralisme dans le protestantisme qu'en fait on... Ouais, mais la religion, la pensée protestante, je sais pas du tout, c'est vraiment pas du tout mon domaine, mais les peu de choses que j'ai pu lire, c'est que vraiment la religion protestante a vraiment eu un impact sur l'économie, et comme la religion catholique, les systèmes économiques sont très différents. Oui. Mais dans les valeurs quand même et dans les questions sociétales, c'est quand même, franchement, c'est pas très différent d'être dans une... assez pareil d'être dans une église
catho-protestante, voire dans certaines églises protestantes, notamment évangéliques, ça peut être bien pire, quoi. Enfin, il y a une sorte de cheval de bataille et j'avais regardé un reportage sur les églises évangéliques et je crois qu'il était sur Arte, mais je crois qu'il est plus disponible, où ils étaient vraiment là en mode, à un moment donné, ils en ont fait leur cheval de bataille. Ils se sont dit, allez, la sexualité, ça va être notre truc et vraiment, on va rallier les gens autour de ces trucs-là, quoi. Donc, franchement, il y a vraiment un tabou et il y a un tabou énorme. Enfin, c'est bizarre. Du coup, plein de gens en parlent aussi dans ce podcast, comme comment il y a un tabou dans l'église. Et d'un autre côté, l'église est obsédée par la sexualité, puisque quand t'es ado, ils n'arrêtent pas de t'en parler, mais pour te dire que comment faudrait pas faire les choses, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un peu hérité de, à la base, dans l'église, il y avait ce truc de, il faut pas qu'il y ait de sexe en dehors du mariage parce que il fallait réguler les naissances et du coup c'était une façon de faire en sorte qu'on régule les naissances, etc. Et j'ai l'impression que tout ce qui a été fait depuis, c'est-à-dire la contraception, l'avortement et tout ça, ils ont vu ça comme un mal, alors qu'en fait, ça allait dans le sens initial du fait qu'on voulait protéger les enfants par le biais du mariage. Ouais, il y a plein de causes. Il y avait dans le podcast dont je vous mettrai le lien, il disait... dans la Bible, il y a écrit qu'on doit être le sel de la terre. Et que du coup, Jésus nous dit il faut être le sel de la terre et il ne faut pas être comme tout le monde. Parce que si on est comme tout le monde, on est juste en train de suivre le monde et pas de faire ce que Dieu demande, quoi. Et qu'à un moment donné, c'est caricaturé, mais on s'est dit bon, alors on a l'électricité, on achète sur Amazon comme tout le monde, on prend du Uber Eats. Bon, je donne vraiment des exemples capitalistes, consuméristes. Mais bref, ils ne se sont pas dit ça parce qu'à ce moment-là, mais là, comment est-ce qu'on peut continuer à être le sel de la terre finalement? Et que vraiment, les questions sexuelles, à un moment donné, on s'est dit ça, on va pas être comme le monde. On va avoir nos propres trucs et se démarquer de ce que le monde fait, ces gens dépravés là qui n'ont pas entendu l'appel de Jésus, quoi. Je caricature. Ok pour Uber Eats, mais pas pour les cas. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, le sel, c'est très mauvais pour... c'est le truc il faut être un peu... si on est comme tout le monde, en fait, on n'a plus rien de... Qu'est-ce qui nous différencie, en fait tu vois, c'est une crise existentielle si on est comme tout le monde, tu vois. Pourquoi être chrétien, tu vois. Je ne sais pas si c'est une association fausse ou si c'est complètement faux, mais je ne sais pas pourquoi j'avais le souvenir d'une connaissance... Enfin, pas d'une connaissance, mais qu'une terre très salée, c'est pas du tout une. Oui, terre, je suis pas de la botanique. Non, mais oui. Non, parce que dans le sens, est-ce que le sel de la terre, dans le sens, on arrête de se reproduire? Non, c'est pas ça. J'adore. Alors j'aimerais bien. Vas-y, on fait un programme qui n'a rien à voir. Tu lis la Bible. Enfin, je te lis la Bible et tu commentes ce que tu imagines que les interprétations. Je sais pas. C'est ça la Bible. Non, j'adore. On va faire ça. On va faire ça, mais du coup, bon, je vais finir sur ce sujet. Mais la conclusion de ça, c'est que moi, je pense vraiment que, c'est pas antinomique, en fait, la vision que je suis en train de construire sur mes envies de schéma relationnel, de sexualité et ma religion. J'aimerais bien que ça soit plus, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui pensent comme moi, mais on est une sorte de... sûrement majorité, mais silencieuse, où en fait, même j'ai l'impression à l'intérieur de l'église, c'est difficile de se trouver des alliés parce qu'on est là en mode « Oh non, mais si ça se trouve, la personne va me juger » et que c'est difficile de savoir qui pense comme soi, alors qu'en fait, on est plein à penser comme ça. Il y a de plus en plus de podcasts ou quoi en ce moment qui se créent, qui portent un peu des contre-cultures et c'est cool parce que, franchement, c'est un problème de niche là que je vous exprime qui en France va, je pense, et dans nos auditeurs, avoir peu d'écho, mais c'est un vrai enjeu d'avoir cette sorte de double identité, d'être chrétienne et avec des envies de sexualité qui sont en plus, dans mon cas, assez marginales, quoi. Je fais des choses qui sont déjà marginales pour des gens qui sont pas dans l'église, donc j'entends que le pont à faire est très grand. Mais franchement, moi, j'aurais trop envie d'avoir un impact là-dedans, de pouvoir ouvrir la discussion sur la sexualité dans les églises, parce que je pense que, en fait, ça crée beaucoup... Enfin, voilà, c'est un problème qui est très spécifique, qui n'aura pas un écho forcément de ouf, mais en fait, ça crée beaucoup de souffrance, cette éducation à l'intérieur de l'église et tous ces messages qui sont portés sur la sexualité. Et plus, en fait, je pense qu'il y a vraiment manière de faire... des choses éthiques et qui correspondent aux préceptes chrétiens de aimer son prochain comme ça soi-même et d'aller dans le sens de l'amour et tout, en ayant
une sexualité plus multiple ou des schémas relationnels qui sont pas forcément monogames. Enfin, pour moi, rien n'est antinomique, quoi. Il y a cette réflexion de comment je vois l'autre comme sujet, comment voilà je nourris notre relation dans ce qui se passe avec l'autre. Enfin voilà, toutes ces réflexions, pour moi, elles peuvent être menées à l'intérieur de ce que j'expérimente. Et voilà, on en est encore très loin. Le fait que j'en parle à ma pasteur, c'est encore très loin. Toi. Ouais, mais en fait, je vais vraiment créer une secte. T'as vu mon potentiel de gourou, Love, là ? Mais en vrai, ce serait très... Oui, je sais. Tu me tyrannises au quotidien, donc je sais. Mais... Non, mais en vrai, je pense que ce serait hyper intéressant, justement, d'avoir une pasteur qui défend ces sujets-là et qui montre comment, en fait, quand tu interprètes de façon bienveillante et vraiment charitable la Bible, enfin, c'est pas du tout pour juger la façon dont les autres l'interprètent, mais peut-être un peu quand même, on peut mener des vies plus libres tout en étant en raccord avec les valeurs de l'Église. Il y a plusieurs mouvements quand même en France que je suis sur Insta notamment, enfin voilà, et qui sont plutôt sur un pan hyper important aussi dont j'ai pas parlé parce que je suis moins concernée, mais de l'orientation sexuelle, d'accepter voilà toutes les personnes aussi LGBT, QIA+, à l'intérieur de l'Église et tout, enfin tout ce pan-là. Et aussi qui ont des messages sur la sexualité, mais qui sont peut-être un peu plus classiques de « Ok, vous avez le droit de... » Enfin, pas coucher avant le mariage, mais bon, qui vont pas dans des radicalités et quid du polyamour, quid de voilà d'autres de comment on réinvente sa sexualité et tout quoi. Mais du coup, la pasteur que je suis en train de lire, le livre est en anglais, mais je vous le mettrai. J'en suis à la moitié. C'est trop cool d'entendre parler des gens qui pensent comme soi. C'est une pasteur très tatouée, très marginale. Aux États-Unis, qui a écrit plusieurs livres, dont un sur la sexualité, et où vraiment, elle a une église qui, il y a que, enfin voilà, c'est une église où vraiment tu te dis, mais franchement, pour moi, c'est genre mon Disneyland, tu sais, genre toutes ces personnes si différentes qui trouvent une place au sein de l'église et qui font communauté, et qui font vraiment ce truc qui, pour moi, enfin voilà, qui répondent à ce truc de communauté dont j'ai envie, mais dans toutes les valeurs que je porte aussi. C'est vraiment trop, trop chouette, quoi. Mais c'est trop bien parce que vraiment, moi, je trouve que... Je sais que quand tu t'étais tatouée, il y avait aussi des gens de ta communauté qui t'avaient jugé, en gros. Je me rappelle même plus. Je pardonne très vite mes petits très compagnons chrétiens. Non, mais en vrai, je me rappelle que à ce moment-là, tu t'étais dit oui, bon, de toute façon, je m'y attendais, etc. Mais j'avais trouvé ça vraiment dur parce que du coup, c'est dur de se sentir jugé par des gens qui ont la même croyance religieuse et spirituelle que toi. Et du coup, je suis super contente pour toi que tu aies trouvé une personne qui partage autant de choses à la fois dans la liberté et dans la religion. Et du coup, pour finir, une petite bateau lettre. Un petit truc. Vas-y. Justement, par rapport à ce que tu disais, moi, je t'avoue, je suis pas trop d'accord par rapport à certains trucs que tu disais, parce que pour moi, quand j'entends relation et église, j'entends comme le côté sacré, le côté sacré de la relation, le côté sacré du mariage, pour moi, c'est quand même ces valeurs-là qu'ils essayent de protéger. On en avait déjà discuté dans d'autres épisodes, mais du fait que justement ces valeurs du mariage, ces valeurs de ces choses-là, ça se perd. Pour moi, c'est comme ces valeurs-là qu'ils essayent de protéger en restant sur du conservationnisme, justement des textes et des valeurs des années qui ont précédé quand même. Mais dans l'Église protestante, c'est pas un sacrement le mariage, donc on a une vision un peu différente du mariage. Par ailleurs, moi, juste la question que je me pose et que se pose aussi cette pasteur dans ce livre, c'est qu'est-ce qui crée le plus d'amour, qu'est-ce qui crée le moins de souffrance, vraiment, et voilà, et en quoi nos règles, nos normes et tout nous sont utiles dans ce truc de voilà créer le plus d'amour, créer le moins de souffrance. Voilà, c'est. Donc on va peut-être passer à ta partie, Xan. On va écouter une interview. Y a-t-il un médecin à bord ? Y a-t-il un médecin à bord ? Du coup, je suis en compagnie de Pedro qui nous rejoint aujourd'hui pour une petite interview. Pedro, je te laisse te présenter en quelques mots. Alors, donc, moi, c'est Pedro.
Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, du coup, là, aujourd'hui, tu es là pour une petite interview parce que c'est toi qui m'as un petit peu guidé sur la thématique du jour, sur le fait que les gens ont un peu de mal à s'imaginer toi par rapport à ce que tu vis en termes de relations sexuelles. Du coup, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu pourquoi est-ce que les gens ont du mal un peu à s'imaginer tes relations à toi? Oui, yes, yes. En fait, je pense que les gens ont du mal à s'imaginer parce que j'ai un handicap moteur, physique. Donc, je me déplace au fauteuil roulant. Et je pense que dans la tête de beaucoup de gens, la sexualité est incompatible avec le handicap. Et je voudrais dire que non. C'est pour ça que j'avais proposé ce sujet et d'en discuter avec toi. Ouais, bah, clairement, quand tu m'en avais parlé, c'est vrai que bah, moi, ça m'a fait vachement réfléchir quand tu me l'as dit. Le fait que on s'imagine pas vraiment la sexualité d'une personne en fauteuil roulant, c'est pas toujours évident. On se dit, bah, en fait, non, il y a pas. C'est peut-être un petit peu différent, c'est peut-être moins souvent, ou des fois quasiment inexistant. C'est un peu l'image qu'on peut s'en faire dans la tête. Et toi, ce que tu me disais, c'est alors, que pas du tout, en fait. Au contraire, que tu avais une sexualité très épanouie, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Déjà, je suis un peu âgé, donc un peu âgé, j'ai une quarantaine d'années. C'est pas très très vieux, mais j'ai eu le temps de me poser sur ma sexualité et comment je voulais l'aborder. Je suis en couple depuis plusieurs années, donc forcément ma sexualité elle est là. Ça va toujours très bien, elle est existante, comment je peux dire ça? Les rapports sont présent régulièrement, même très régulièrement, comme un couple avec deux personnes valides, je pense, en tout cas j'espère. Mais je ne sais pas si elle est différente d'un couple où les deux personnes sont valides. Je ne me suis jamais posé la question. Mais en tant que personne, on va dire de chair et d'os, forcément la question de la sexualité s'est posée et se pose toujours. Et je n'ai jamais abordé ça sous le prisme du handicap. Ouais. Donc j'y vais. D'accord. Et est-ce que ça t'a des fois bloqué dans tes relations, dans ta vie sexuelle, justement ton handicap? Oui, forcément, quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit sur les applis, tout ça, où à un moment, tu es obligé de dire, écoute, je me déplace en fauteuil roulant, je peux marcher un peu, mais j'utilise beaucoup le fauteuil, etc. Je marche pas très bien. Forcément, la façon de l'aborder, ça peut être mal reçu. Parce que, comme tu disais, les gens se posent des questions parce que la représentation du handicap et du coup de la sexualité des personnes handicapées n'est pas hyper positive dans les médias en général, même s'il y a des efforts de fait. Donc ça a pu bloquer. Après, j'ai la chance d'avoir, je pense, de l'humour et de faire passer ça en disant, tu verras, quand je vais me lever, je vais tellement prendre de temps à me rasseoir que tu auras le temps de mater mes fesses ou des trucs comme ça, tu vois, des phrases comme ça qui détendent un peu le truc. D'accord, ouais. Ouais, c'est sûr que l'humour, c'est quand même quelque chose qui permet quand même de pas mal détendre l'atmosphère. Mais je me doute que, ouais, du coup, ça a dû avoir peut-être des effets bloquants ou des gens qui ont quand même peut-être beaucoup de questions là-dessus. Oui, totalement. Ils ont beaucoup de questions, qui ont du mal à s'imaginer. Pour eux, c'est une logistique, je pense, hyper complexe, alors que non, c'est juste un moment, voilà, tu vas, t'as envie, t'es dans un lit ou ailleurs, on s'en fiche, et à un moment, il y a une rencontre des deux corps qui se font et ça se passe, mais c'est juste, je pense, l'avant qui peut amener des questions. D'accord, ouais. Ouais, parce que au final, ça, c'est un peu comme une nouvelle relation entre deux personnes normales. En fait, il y a quand même une découverte qui doit se faire au niveau du corps. Chacun doit se connaître l'autre. Après, c'est peut-être beaucoup plus, comme tu disais, de questionnement, savoir comment. Après,
toi, maintenant, je pense que tu as l'habitude, du coup, peut-être de ce genre de questions, de comment peut-être calmer les inquiétudes de l'autre, peut-être. Ouais, c'est ça, je prends l'habitude. Je sais anticiper maintenant un peu les réactions et avant, je pouvais peut-être me formaliser en disant mais merde, tu comprends pas ce que j'essaie de dire. Et maintenant, il y a plus de pédagogie, même dans mon approche. Et je pense que la pédagogie plus l'humour, ça passe plus facilement. Après, il y aura forcément des gens qui seront bloqués. On n'y peut rien, mais on est 5 milliards, 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'auront pas de soucis là-dessus. C'est ça, il y a toujours moyen de trouver sa moitié, comme on dit. Exactement. Alors du coup, à ce niveau-là, ouais, ça a été quand même assez facile maintenant pour toi aujourd'hui avec ton ou ta partenaire pour la vie de tous les jours. Au début, ce que tu disais, les débuts, ça a peut-être été plus difficile de découvrir ta sexualité là-dedans, ou ça a été assez simple quand même de savoir ce que tu voulais, comment le faire? Non, en fait, je pense, j'ai beaucoup réfléchi avant l'interview. Je pense qu'en fait, moi, je suis homosexuel. Et je pense déjà que le fait d'être handicapé de naissance et après de découvrir mon homosexualité, ça m'a permis d'apprivoiser plus facilement mon homosexualité. Je me suis dit, quitte à avoir un handicap, en avoir un deuxième, c'est pas très grave. Non, ça, je rigole, hein, mais je veux dire, dans la société, c'est pas hyper hétéronormé déjà. Et je rentre pas dans toutes ces cases. Donc, je me suis dit que ma sexualité, il fallait que je la vive à fond. Et j'en ai profité. Et je pense que j'ai pu m'autoriser des expériences peut-être que, sans être hyper extrême, que je n'aurais peut-être pas faites si j'avais été une personne valide. Et en tout cas, j'aurais pas pris ce prisme-là. Je dis pas que mon handicap est rentré forcément en compte là-dedans, mais je me suis dit le plaisir va peut-être être différent d'une personne lambda. Donc, j'ai envie de profiter et je me suis pas posé de questions jusque-là. Quand tu es plus jeune, la réaction des gens est un peu plus vexante, mais après, ça m'a fait grandir aussi. Et puis, voilà, quoi, ça s'est passé, c'est bien. D'accord, ouais. Du coup, ouais, ça a quand même permis d'avoir ce double, j'aime pas le mot, mais départ difficile dans ta recherche de sexualité. C'est pas vraiment un départ difficile parce que c'est le handicap et en plus du coup la découverte de l'homosexualité, ça t'a permis quand même de grandir assez facilement dans ta recherche en fait. Ouais, c'est exactement ça. Je me dis, je rentre pas dans les cases, en tout cas pas les cases qu'il y avait à l'époque. Maintenant, c'est un peu plus accepté, sexualité, le handicap, tout ça, on en parle plus. Mais je me suis dit, je rentre pas dans les cases. Peut-être que finalement, c'est un mal pour un bien. Peut-être que je suis pas fait pour rentrer dans des cases et voilà, j'ai profité, j'ai expérimenté, j'ai fait des rencontres, des belles rencontres, des plus mauvaises rencontres, mais ça fait partie de l'expérience. Aujourd'hui, je suis très heureux avec qui je suis. Je parle de moi, de qui je suis et de comment je peux aujourd'hui. D'accord. Alors j'ai encore une petite question pour toi. Si aujourd'hui tu devais donner un conseil à quelqu'un qui serait peut-être dans une situation similaire que la tienne, qui cherche à se lancer dans sa sexualité, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner? Un conseil, c'est compliqué. Je pense que déjà, si on a du mal avec son corps, je parle en termes de handicap. Je pense que pour découvrir son corps et déjà découvrir son propre plaisir, c'est hyper important. Donc, se masturber, des choses comme ça, à se découvrir soi-même. Et je pense que quand on est à l'aise avec son corps, ensuite, on peut aller plus facilement vers les autres et plus facilement les guider. Si une personne va vers quelqu'un tout en étant mal à l'aise avec ce qu'elle est, je pense que ça risque d'être compliqué. Donc, et il faut aussi, le deuxième conseil que je donnerais, c'est ne pas hésiter à en parler. Je pense que les gens, plus que de la peur, c'est le fait de ne pas connaître. Ouais, c'est un questionnement. Donc, en parler librement,
Et en respectant l'autre, bien évidemment, ça permettra de casser un peu des barrières et d'avancer plus rapidement. D'accord, donc beaucoup de communication et Ouais. d'abord travailler sur soi-même, sur l'acceptation de son Exactement. corps avant de commencer à vouloir faire accepter son corps à l'autre. C'est ça que tu veux un peu dire. Ouais, je pense en tout cas. Très bien, mais ben c'est super intéressant. Je te remercie énormément d'avoir participé, d'avoir même proposé ce sujet. Et bah j'espère qu'on te retrouvera peut-être dans une autre interview. Qui sait? Bah qui sait. Et ben je te remercie et je te souhaite une excellente journée, Pedro. Merci à toi aussi. Y a-t-il un médecin à bord? Bah, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant ce qu'il disait sur le fait que ça lui a apporté plus de liberté, que de toute façon, sa sexualité soit hors norme de base, et que du coup, il s'est dit, bon, bah, en fait, juste, faut que je m'accepte, et quoi qu'il arrive, ma sexualité sera hors norme, donc juste, je vais la vivre comme elle est. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool, en fait, que il a l'air quand même de s'accepter à donf, et je pense que c'est quand même pas le cas de tout le monde, et même des personnes qui souffrent pas de handicap, donc c'est assez inspirant. Carrément, j'avais noté exactement la même chose que toi, Love, là. C'est en plus un des enjeux de ce podcast, d'être là. Il y a des gens qui sont dans des minorités ou qui choisissent des voies marginales par rapport à leur schéma relationnel, leur sexualité et tout. Et toutes les questions elles se posent, ça peut donner des réponses à tout le monde, même sans être dans ces minorités. Et je trouve que exactement ça, de dire, en fait, vu que j'étais pas dans des cases de base, j'étais pas dans 2 cases de base de l'hétérosexualité et j'étais pas valide, bah, je me suis dit, nous mettons pas dans d'autres cases en même temps, et que du coup, ça a donné une liberté dans l'exploration de sa sexualité. Je trouve ça trop inspirant pour nous tous. Carrément, mais ça super inspirant. Ouais, mais après, les conseils qu'il donne, finalement, ça s'applique aussi à tout le À monde. tout le monde, ouais. C'est ça. Mais ce qui est cool, ce qui est démystifié aussi à un préjugé d'être là, en fait, c'est pas si différent, quoi. Enfin voilà, il y a des choses, il y a des choses en plus, bah il y a des préjugés qui font qu'il y a des explications en plus et tout, mais quand on va au fond du chose, de se poser les questions de l'entrée en sexualité, les expériences, se connaître l'autre et tout, ben Et on revient dans un schéma à peu près normal de, en fait, faut beaucoup discuter, en fait, faut en parler. ah, la communication, Ah. ça, j'adore, c'est notre On n'arrête pas de le dire. Cours. Mais ça me fait penser aussi à la télé-réalité que j'ai pas regardé en entier, et je pense qu'il y a aussi des critiques dessus, mais je me suis pas trop penchée sur tous les aspects de l'affaire, mais qui s'appelle Love in the Spectrum et qui est sur Netflix. Et c'est une télé-réalité sur les personnes autistes qui cherchent l'amour. Moi, je trouve que c'est filmé de façon assez bienveillante, mais je crois qu'il y a certaines personnes qui disent que c'est assez voyeuriste. Je sais pas, c'est une question de perception. Je pense que je connais pas le réalisateur, j'ai pas fait mon enquête, donc vous ferez votre avis vous-même. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant dans cette télé-réalité, c'est un peu ce qu'on disait là, c'est-à-dire, en fait, on se rend compte que c'est des personnes du coup autistes qui sont représentées à l'écran, qui sont des vraies personnes autistes, c'est un documentaire. Et je trouve que ce qui est chouette, c'est que du coup, on voit qu'ils traversent exactement la même chose que nous, mais de façon, que les personnes qui sont pas autistes, qui n'ont pas cette neuroatypicité. Et en fait, je trouve que ça montre que, en fait, ils ont juste peur de pas trouver de point d'accroche avec la personne qu'ils vont rencontrer, ou qu'ils ont peur d'être rejetés, tout ça, qui sont des choses que nous aussi on peut ressentir en tant que personne pas autiste, mais juste on l'exprime différemment, on arrive à le gérer de façon un peu plus un peu moins brutale, parce que on n'a pas cette neuroatypie. Mais du coup, je trouvais ça cool aussi de voir que, en fait, oui, les personnes autistes aussi veulent de l'amour et ont peur d'être rejetés, quoi. Non, mais je veux dire, peuvent avoir des relations amoureuses réussies, parce que ça montre aussi ça, le documentaire, et je trouve ça cool, parce qu'en fait, on se pose pas la question. Oui, c'est clair. On en parle souvent aussi, que parler des relations quand elles existent et quand elles suivent leur cours, c'est pas du tout des représentations qu'on a de base, de se dire mais quand un couple ça va bien, en fait, il est pas en train de s'engueuler, juste il vit sa vie
Enfin, justifie sa vie. C'est pas des représentations qu'on a. Alors, des relations de personnes qui, en plus, ne sont pas valides, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas de représentation énormément, quoi. Et que du coup, on ne voit pas. Enfin, c'est un peu comme, vu qu'on n'en a pas de représentation, c'est comme si c'était impossible et que ça n'existait pas, alors que si, en fait, comme tout le monde. Sur ce, je pense qu'on peut passer à notre dernière rubrique. Qui est la tienne, Aurore? Rêve parti. Oui. Alors, j'ai un... Pourquoi j'ai un coup de barre quand c'est ma rubrique Une rubrique tight, dit la rubrique maître du temps. Tight. Je lisais un livre qui s'appelle Sex at Dawn. Donc, je ne sais pas si, pareil, s'il existe, s'il est publié en français. On regardera. De Christopher Ryan. Et alors là, je ne sais pas vous le prononcer avec le bon accent. Casilda Geta. Je ne sais pas, madame, comment on prononce votre nom, je suis désolée. Donc en fait, c'est un livre qui parle de... Pour eux, en fait, ils font une critique des primatologues qui mettent beaucoup le chimpanzé en fait en avant comme pour essayer d'expliquer la sexualité humaine. Ils trouvent que les chercheurs ont eu trop tendance à mettre en avant le chimpanzé, qui est plutôt en couple monogame, et ils trouvent qu'on ne parle pas du tout du bonobo, qui a une sexualité qui est en fait assez proche de la sexualité humaine. Je pensais que t'allais qu'on nous en dire avait du gibon. parlé. Ah, du Ouais. gibon. Du gibon. J'ai l'impression qu'on en a parlé dans un épisode, mais je pense que tu m'en as juste parlé à moi. Peut-être, je ne sais pas. Bon, ça, on en arrive au point, on sait plus ce qu'on a dit dans un micro et hors micro. Ou alors un épisode qu'on n'a pas sorti finalement, peut-être. Je ne sais pas. Bon. Je sais plus. Mais je veux pas spécialement vous parler du chimpanzé ou du gibon, juste d'un point qu'ils relèvent à un moment dans leur livre et que je trouve très drôle. Et pour vous illustrer le truc, une fois, je sais plus ce que je faisais. Enfin, je crois que j'ouvrais juste la porte et mon père était à côté la porte de chez mes parents et mon père était à côté de moi. Et il y avait sur la porte, il y avait 2 mouches cul à cul. Donc tête beige, vraiment. C'est pas un 69, c'est vraiment les culs Fesses contre fesses. Et les regards vraiment dans les directions opposées. Et je sais plus, mon père a dit une connerie du genre c'est beau l'amour ou j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est pas spécial. Enfin, je sais plus, mais ça m'avait fait rire. Et c'est vrai que c'est pas du tout romantique, quoi, l'amour chez les mouches ou chez les drosophiles. C'est vraiment... Après, est-ce que tu t'étais dit, ouais, je suis sûre que les mouches ont vraiment une sexualité très romantique? Bien sûr que non, mais c'est juste que je sais pas, j'avais trouvé ça... Sur le coup, j'avais trouvé ça drôle. Me font vibrer. De la passion, les yeux rouges de la passion, évidemment. Ta façon de voler m'éblouit. Ton bzz. Le bzz. Est-ce qu'on ne dit pas que le bzz, il est sexy, quoi? Et en fait, dans ce livre, ils mettent en avant le fait que, en fait, aucun autre animal que l'homme ne passe autant de son temps de sa vie à penser à la sexualité, à imaginer la sexualité, à faire de la sexualité que les humains. D'ailleurs, pour une naissance, en fait, on doit faire des centaines de fois, voire des milliers de fois l'amour pour une naissance. Ah oui, ils sont pas très efficaces niveau procréation, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Et aussi, enfin, nos rapports sexuels, ils durent beaucoup plus longtemps. Déjà, le fait qu'ils durent plusieurs minutes, c'est beaucoup plus long que la plupart des autres animaux pour qui ça peut durer que quelques secondes. Et donc, en fait, moi, le préjugé que je voulais démonter, je ne sais pas si je le démonte, hein, mais que je voulais... Il y a des sujets plus ou moins sérieux dans cet épisode, quoi. C'était, on a fait l'amour comme des bêtes, où c'était hyper animal. Alors qu'en fait, faire l'amour comme des animaux, en fait, c'est pas sexy. En fait, si tu fais l'amour comme un animal, tu fais l'amour pendant 2 secondes, peut-être en levrette ou alors en cul à cul comme les mouches. Mais hyper dur en cul à cul. Ouais, franchement, c'est pas simple. C'est pas simple. Franchement, c'est une position qui est possible à tester. Hein. Moi, je m'imagine avec, vous savez, les énormes gottes qui peuvent aller dans
dans 2 trous. Moi aussi, ma théorie Mais- impliquait un god ceinture. Dans Voilà. tous les cas, ça serait pas très Ah animal non, même pas parce ceinture, que... c'est genre un grand tube. Et du coup, ça va dans un trou et dans l'autre. Et après, c'est là. Mais Cul à cul. Oui, vous mais êtes moi, trop j'imaginais- humain, déjà. Mais moi, Y a j'imaginais un god ceinture juste mis à l'envers sur ton cul, quoi. Ah oui, ça marche aussi. Je suis d'accord. Oh, j'ai l'image, c'est génial. Franchement, à tester. Enfin, non, après, vous allez faire des accidents. Ça va être Ok, notre faute. tu nous raconteras. Mais déjà, avoir un sextoy, c'est... Oui, oui, avoir un sextoy. C'est très créatif. Et donc, ce qu'ils expliquent, c'est que la plupart des animaux, en fait, ils sont plutôt hyposexuels parce qu'ils ont des relations sexuelles donc peu fréquentes, irrégulières, silencieuses et uniquement à but reproductif. Bon, alors, je suis pas tout, donc j'ai quand même des points sur lesquels Contradictoire. Ouais. il n'est pas contradictoire, mais c'est juste que je peux repenser à des trucs que j'ai déjà entendus ou lus, comme par exemple, souvent quand on parle de l'homosexualité, que des chercheurs veulent montrer que c'est pas une anomalie humaine, on va parler des canards qui ont des rapports homosexuels. Et donc, je pense que c'est pas du tout lié à la reproduction, que le fait que les canards aient des rapports homosexuels. Donc, Même les punaises de lit ont des rapports homosexuels. ont des rapports Oui, donc, homosexuels. Mais franchement, il n'y a pas le time que je vous redise tout ce qui a été est dit de manière si drôle dans le Floodcast. Donc, je vous renverrai vers l'épisode du Floodcast qui parle de la sexualité des punaises de lit. Et franchement, c'est horrible, mais très inventif. Moi, tu m'as un petit peu expliqué, Oui. ça m'a un peu... Moi, fait bouler par j'ai demandé à tout le monde d'écouter cet épisode parce que c'est terrifiant et depuis, mais- je n'endors plus la nuit. Mais je sais, à s'imaginer tous les vagins, là, de ces punaises Vagin de qui lit. pousse. Oui, non, mais juste, bon, les punaises de lit, je le fais vite fait pour les curieux, mais allez voir tout le reste Non, dans mais cet épisode attends, qui est mais- incroyable. On link l'épisode du Floodcast, c'est beaucoup plus efficace. Ouais, non, franchement, on c'est- link l'épisode du Floodcast, on tag le Floodcast sur Instagram en mode franchement merci et pas merci, et on vous laisse le découvrir, c'est clair. Et on s'en Ouais, arrête. c'est juste pour information, c'est l'épisode 4 de la saison 9. Voilà, mais de toute manière, tout sera dans les notes du podcast. Même si on n'arrête pas de dire ça, mais en fait, il y a un nombre de caractères autorisés sur Acast, et je me retrouve de plus en plus embêtée parce qu'on a de plus en plus de références à mettre. Mais si elles sont pas toutes sur Acast, elles sont toutes sur YouTube. Voilà, c'est pas du tout une façon de vous faire un clic de plus sur YouTube. C'est juste que eux sont ont moins de caractères. Bref, vas-y. Mais je crois que je vais me répéter mais dans ce que j'ai écrit. Mais donc, pour ces auteurs, les deux exceptions du remanié animal dans la sexualité, c'est vraiment l'humain et le bonobo. Bon, vous l'avez compris que eux, en fait, ils veulent vraiment... Du cul. Les bonobos ? Ouais. Assez. Après, si vous voulez aussi entendre parler des bonobos, il y a un épisode de des couilles sur la table avec Franz de Waal, qui est un primatologue qui en parle très bien. Il a écrit un livre sur ça d'ailleurs, si vous voulez creuser encore plus la question que l'épisode des couilles sur la table sur ça. Donc, il parle de la sexualité des bonobos et des chimpanzés. Et moi, j'aime beaucoup entendre parler de la sexualité des animaux. On n'a pas du tout compris au fil des épisodes, Aurore, que les animaux, C'est c'était mon dada. ton sujet. Mon Ton dada, sujet. c'est aussi... Ouais, littéralement. pas peu de le dire, voilà. Ouais. Bon, j'ai eu une dure semaine avec eux. Je pense Avec qu'à un les moment chevaux. donné, il y aura des... J'aimerais bien T'es qu'on en tombée arrive à un point où des gens font... Je me suis fait mordre et je suis tombée. Ah, Oh non oh non, c'est la séquence émotion. J'ai un bleu incroyable sur le bras. Oh. Donc l'humain et le bonobo, pas les chevaux. Ils utilisent l'érotisme. Donc l'exception dans le règne animal, c'est qu'ils utilisent l'érotisme pour le plaisir de l'activité en elle-même et pour solidifier les liens. D'ailleurs, ils expliquent que le bonobo, c'est l'un des... En fait, donc vraiment, la théorie qu'ils avancent, c'est ils veulent montrer que l'humain en fait n'est pas monogame et qu'il est plutôt du genre à avoir des relations. Normalement, il devrait avoir des relations sexuelles avec. Lélina aime beaucoup cette théorie. Avec, Non, moi je m'en fiche des théories. Je suis dans le dans on le- fait la dans le on révolution, on s'en fiche d'où ça vient. Mais oui, ça va dans le sens de mes petites affaires. Quoi. Ouais, voilà. On devrait en fait, il y a plein de caractéristiques qu'on partage avec le bonobo, donc notamment la taille du pénis, les positions qu'on adopte. Donc pour eux, c'est plein d'indices qui devraient montrer que l'homme est plutôt censé
être, bon, pas polygame parce que ça parle du ménage, mais avoir des rapports sexuels avec plusieurs personnes et pas être dédier son attention, avoir tout son désir focalisé sur une seule personne à la fois, mais sur plein de monde à la fois. Donc si c'est une théorie qui vous intéresse, vous pouvez lire ce bouquin. Mais bon, comme c'est leur théorie, je trouve que parfois ils sont un peu biaisés dans leur façon de... Enfin bon, bref. Mais donc Ça va pas dans ton sens, donc t'es pas d'accord, quoi. Non, c'est pas ça. C'est juste que... Alors oui, effectivement, je pense que sur certains... En fait, le problème, c'est qu'ils critiquent notamment... j'ai plus son nom, mais je vous ai déjà parlé d'elle. De Hélène Fischer qui parle beaucoup des chimpanzés pour expliquer que nous on est censé être monogame et que c'est logique parce que on est extrêmement proche du chimpanzé, on partage 99% de notre génome avec les chimpanzés, mais également 99% avec les bonobos. Quelle dualité. Mais donc, il y a énormément de chercheurs qui mettent en avant le chimpanzé et qui ont plein d'arguments pour affirmer leur théorie. Et eux, leur théorie, c'est l'inverse, c'est que c'est le bonobo qu'on devrait regarder pour essayer de faire des inférences sur notre sexualité. Mais dans tous les cas, en fait, quand ils choisissent le bonobo, ils vont sélectionner les informations qui vont en faveur de leur théorie. Et justement, ce que j'aimais bien avec l'épisode des couilles sur la table avec Franz de Waal, je sais pas si je fais bien l'accent flamand. Continue à le dire, ça m'est égal. Que le système familial du bonobo, il est pas... Par exemple, lui, il dit que les bonobos, c'est vraiment des... Ils sont très proches de leur mère. Enfin, les mâles sont très proches de leur mère. Enfin, que... En fait, on est peut-être un mélange des deux ou pas. On n'est pas obligé de faire exactement comme le chimpanzé ou le bonobo. Il y a peut-être pas de réponse, on n'en sait rien. Enfin bon, bref, tous les deux sont. Il faut. On ne saura jamais. Voilà. On je vous le dis, on ne saura jamais. Eh bien, voilà. Mais... Elle est en train de faire une crise cardiaque. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est vraiment c'est juste que ça m'amuse, voilà. J'espère que ça vous amuse pour cette fin d'épisode. Et que comme ça, vous pourrez dire, on a fait l'amour comme des hommes, comme des femmes, comme des hommes avec un H potentiellement comme des bonobos, c'est la seule. dire comme des bonobos. Et si vous dites comme des punaises de lit, vraiment, vous êtes chelou. Mais franchement, je ne fais pas de kink shaming. Ça peut être si vous voulez faire l'amour comme des punaises de lit, vous avez le droit. Franchement. Ça sera pas très efficace, mais non, ce sera pas efficace. Et franchement, par contre, soyez créatifs dans les trous que vous pénétrez. Est-ce que c'est l'efficacité qu'on recherche? Est-ce qu'on veut absolument être efficace? Évidemment, il faut partir de ce oui, enfin. Après, personnellement, avoir un pénis dans le nombril, ça m'intéresse bof, tu vois. Toi, les love là, mais ça pourrait intéresser d'autres gens. Hein, tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il aime. Bon, dans l'oreille non plus. J'envisage. Tu es très auto-centré ce soir, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. On est en train de perdre tout le monde. Est-ce que tu as une phrase de conclusion avant qu'on conclue cet épisode, Aurore? Je parle comme un commentateur sportif. Les indices qui intéressent ces auteurs qui s'intéressent particulièrement aux bonobos, qui pour eux montrent on est très proche des bonobos dans notre façon de vivre la sexualité, c'est que le bonobo est un des seuls animaux à faire l'amour en missionnaire, à s'embrasser, à se rouler des gros patins et à se regarder dans les yeux. Donc finalement, voilà, bref. Donc ma conclusion, c'est que y a que pour ces auteurs, il y a que deux espèces qui font du cul pour des raisons non reproductives, l'homme et le bonobo. Donc voilà. J'avais mis en astérix et les canards homosexuels, si ça vous intéresse. Et donc en fait, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'une sexualité avec plusieurs partenaires. Donc elle est beaucoup plus humaine qu'animale. Donc quand on dit c'est vraiment une bête ou c'est vraiment, je sais pas moi, un chaud lapin, en fait non, c'est peut-être pas un chaud lapin. C'est peut-être un chaud humain. Et avoir des rapports sexuels une fois de temps en temps sans excès, en fait, ça serait une sexualité beaucoup plus animale qu'humaine. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. Je pense qu'on sent que je l'ai bossé là. Non, mais heureusement parce que là, 40 minutes de plus, vraiment. Bon. On va finir cet épisode. Je pense que si tout le monde en est content. Merci beaucoup à tous. J'ai adoré cet épisode. Évidemment, suivez-nous sur Instagram. Elle nous donne des bons points. Bravo. Ah oui, je vous donne des bons points. Maîtresse, bravo. Suivez-nous sur Insta.
Suivez nos comptes perso aussi. Maintenant, Love-La a aussi un compte Absolument. pour elle. Donc, si vous voulez parler juste à elle de comment Love is Blind saison 5 est nul, par exemple, ou de plein Oui. d'autres choses, c'est possible. Voilà, n'hésitez pas. Mettez-nous des étoiles, des commentaires. Voilà, faites-nous un petit coucou si vous avez reçu un flyer de notre part au Paris Podcast Festival où on est allé avec Love-La. On serait trop heureux de savoir que vous faites partie de nos nouveaux auditeurs, auditrices. Pour les autres, n'hésitez pas à nous faire des coucous aussi. On est toujours très, très heureux. Et voilà, on se dit au mois prochain et... Des bisous.